Même, ce n'est même pas réfléchir, nous devons réformer les systèmes éducatifs congolais, réformer des fonds à comble. En tout cas, ce système est devenu caduc et ne répond plus aux attentes du pays. En tout cas, on doit vraiment le réformer du premier jusqu'au dernier élément. Sinon, il n'y aura pas de solution. Le système qu'on doit mettre en place, c'est un système qui produit les intellectuels, les personnes formées, les personnes qui sont capables de réfléchir sur les problèmes qui se posent au pays. Et non seulement ceux-là qui brandissent les titres je suis. Non, les personnes qui ont dans leur tête les capacités à vendre, envie d'échanger les choses, non seulement notre pays, mais à travers aussi le monde entier. Quelle conception nous avons de l'examen d'État? Vous voyez un élève qui veut s'inscrire dans une école, parfois en 3e année des humanités, mais vous demande si vous faites 100% de l'examen d'État. C'est ça. Il n'est pas venu pour la formation. Il est venu pour qu'à la fin... Pour l'instant, c'est le critère quoi? Seulement présence, frais scolaires et les diplômes. Et ça vous suffit? Dans les écoles, le plus important, c'est de former l'enfant. Quand l'enfant a la formation, où qu'il le soit, il va se défendre. Les diplômes, c'est un papier. C'est un papier qui ne peut avoir des valeurs que s'il a les contenus. Et les contenus, c'est la tête, c'est pas le papier, en tout cas. Donc, le rendez-vous est respecté. Nous revalons encore une fois aujourd'hui pour vous présenter votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour rendre les systèmes éducatifs de la RD Congo à la hauteur. Nous sommes sans ignorer que le système éducatif de notre pays est vraiment déplorable. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée du directeur des études du collège du Généruta situé sur la commune de Nguériguéré. C'est avec lui que nous allons essayer un peu de voir comment nous pouvons faire pour rendre les systèmes éducatifs de notre pays à la hauteur. Bonjour, monsieur Lubé. Bonjour, madame. Vous êtes le directeur des études du collège Généruta. En 1 ou 2 minutes, pouvez-vous nous parler brièvement du collège Généruta? Nous sommes une école privée agréée. Nous existons, ça fait 20 ans aujourd'hui. Nous avons la mission de former. Nous allions derrière la pensée d'abord de l'État, d'encadrer l'enfant congolais pour penser à l'avenir du pays. Et dans ce sens-là, nous existons et nous voulons produire des fruits dans le domaine de l'enseignement. Nous sommes dans un secteur très difficile, comme vous le savez, un secteur qui n'est pas subventionné, un secteur qui connaît beaucoup de coups bas vu aussi l'état du pays. Mais nous nous efforçons à exister et à présenter à l'État congolais des enfants bien formés par le biais de notre promoteur, M. José Lenzoko, qui est lui-même aussi un acteur de l'éducation. Il a plus de 30 ans de carrière dans ce secteur. Et étant lui-même l'acteur de l'éducation, je crois, il vient avec de multiples formations, de sorte que nous puissions faire un peu d'équilibre avec surtout ce système éducatif congolais qui se retrouve déjà au bas de l'échelle. Alors c'est vrai que nous ne serons pas tous changés, mais le collège de Généruta s'efforce à présenter une formation qui pourra rivaliser, pourquoi pas, les élèves qui viendraient d'ailleurs. Voilà un peu dans ce sens-là. Avec la gratuité de l'enseignement, c'est un peu fragilisé, vous qui êtes du côté des écoles privées agréées? Oui, je dirais oui, ça nous a fragilisé, mais nous devons savoir que la gratuité n'existe pas qu'au Congo, ailleurs aussi ça existe. Ça fragilise les écoles privées parce que les parents sont pauvres, on doit se le dire, la population congolaise est pauvre. Les parents préfèrent envoyer les enfants là où ils ne se payent rien, n'est-ce pas? Contrairement à nous où les coûts semblent un peu élevés. Mais ça, je parle de notre école. Je crois que quand vous avez vu comment nous sommes, nous existons et nous existons très bien parce que nous avons voulu vendre la qualité. Donc pour nous, la qualité que nous avons mis en place a alléché aussi les parents de telle sorte qu'ils nous fassent confiance. Donc oui, le coût est là, mais notre formation en tout cas a été notre bouclier pour que nous résistions face à la gratuité de l'enseignement. Ça, je crois que nous pouvons encore profiter et peut-être de tirer quelques parents qui souhaiteraient que leurs enfants se retrouvent là où la qualité existe. Et là, nous existons, vraiment nous existons. Comme nous l'avons dit plus tôt, aujourd'hui nous allons parler comment faire pour rendre le système éducatif de la RD Congo à la hauteur. Sans plus tarder, nous allons entrer à notre sujet. Monsieur Dieu merci, est-ce que le système éducatif de la RD Congo est vraiment pris au sérieux? Cette question fait couler des larmes parfois,
lorsqu'on parle du système éducatif congolais, surtout nous qui œuvrons dans ces secteurs, vraiment ça fait mal. Et je vais vous répondre que ce système n'est pas pris au sérieux. Je dirais même que ce système est totalement abandonné, au point que les yeux de certaines personnes sont fermés, voyant comment le pays sombre, voilà comment les générations futures vont dans les gouffres. Mais en tout cas, le système est totalement abandonné. Il y a des gens qu'on doit accuser. On commencera par l'État, lui-même l'organisateur. Il y a l'État. En tout cas, c'est lui qui prend les 80% des responsabilités. L'État, j'allais dire. Et à part l'État, il y a aussi les gestionnaires des écoles qui entrent dans les jeux, profitent de la nonchalance de l'État pour et aussi commencer à manigancer les choses. Vous aussi, vous êtes responsable en tant que gestionnaire. En tant que gestionnaire, nous sommes responsables. Oui. Mais sauf qu'on nous a laissé continuer d'entretenir les chaos. Hein? Donc l'État autorise aux écoles d'entretenir les chaos, même si pour le cas de mon école, je dirais, nous faisons exception dans ce sens-là. Pensez-vous qu'on a besoin d'un nouveau système éducatif? Oui, automatiquement. Je dirais même, ce n'est même pas à réfléchir, nous devons réformer les systèmes éducatifs congolais, réformer de fond en comble. En tout cas, ce système est devenu caduc et on ne répond plus aux attentes du pays. En tout cas, on doit vraiment le réformer du premier jusqu'au dernier élément. Sinon, il n'y aura pas de solution. Quel est exactement ce système éducatif? Les systèmes congolais visent à produire les diplômés. Nous avons un système qui vise à produire les diplômés, quelqu'un qui a son titre et qui peut grandir par-ci par-là. Alors qu'aujourd'hui, ces systèmes n'existent plus. Le système qu'on doit mettre en place, c'est un système qui produit les intellectuels, les personnes formées, les personnes qui sont capables de réfléchir sur les problèmes qui se posent au pays. Et non seulement ceux-là qui brandissent les titres « je suis », non, les personnes qui ont dans leur tête les capacités à vendre, envie d'échanger les choses, non seulement notre pays, mais à travers aussi le monde entier, parce que nous sommes capables de le faire. Alors pourquoi ne pas installer un système éducatif fondé sur les concrets alors que les théories? Parce qu'on remarque que notre système éducatif aujourd'hui est beaucoup plus théorique. Voilà, c'est ça le problème. Quand vous dites pourquoi ne pas installer, c'est alors que je vous avais dit que les gestes, c'est bien. L'État lui-même ferme les yeux face à ces chaos qui continuent à régner, parce que la plupart des gens qui nous dirigent ont étudié en Europe. Ils savent comment l'enseignement est organisé aujourd'hui. Ils savent que l'enseignement théorique n'existe plus. Mais qu'est-ce qu'ils font pour nous apporter la pratique? Absolument rien. Donc là, c'est seulement la volonté qui manque. Je ne sais pas si cette volonté, ce manque de volonté est animé par quoi, mais du moins, moi je dirais que c'est un manque de volonté qui empêche nos dirigeants d'instaurer un bon système. Ils sont capables de le faire parce qu'ils ont étudié en Europe, ils savent, ils réfléchissent comme nous, ils savent qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre, mais en tout cas, je crois qu'ils font sourd l'oreille, c'est le manque de volonté. Comme nous avons eu l'occasion de vous recevoir aujourd'hui, nous allons un peu quitter l'État congolais. Nous allons un peu nous centrer sur vous, les gestionnaires des écoles. Aujourd'hui, on peut affirmer que l'école congolaise est malade. Malade pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'intelligence n'est plus le seul facteur de quoi? D'un élève pour passer à une classe supérieure. Alors, il y a deux phénomènes suivis. D'abord, au niveau de l'humanité, avant qu'on ne peut rien, comme suivi pour faire la promotion. Aujourd'hui, les écoles privées aussi bien que l'État, quand il y a plusieurs diplômés d'État, ça fait la fierté. Vous aimez beaucoup plus la quantité, vous oubliez la qualité. Ça, c'est encore quelque chose de vrai, en tout cas. Les phénomènes suivis. Moi, je vais prendre ça même dans un angle beaucoup plus large. Je parle même de l'évaluation sommative en question, l'examen d'État là. Quelle conception nous avons de l'examen d'État? Vous voyez un élève qui veut s'inscrire dans une école, parfois en 3e année des humanités, mais vous demande si vous faites 100% d'examen d'État. C'est ça. Il n'est pas venu pour la formation. Il est venu pour qu'à la fin... Pour l'instant, c'est le critère quoi? Seulement présence, frais scolaires et les diplômes. Et ça vous suffit? Bon, ça suffit, hein? C'est ce qui se passe maintenant. Et moi, je vous parlerai de ce que nous faisons, n'est-ce pas? Parce que, en tout cas, même s'il y a 1000 démons qui existent, il y a peut-être un saint qu'on pourra aussi applaudir. Le système est là, dans les écoles, où nous trouvons les gens se contentent de voir les élèves et
produire les diplômes. Moi, je pense que dans les écoles, le plus important, c'est de former l'enfant. Quand l'enfant a la formation, où qu'il le soit, il va se défendre. Les diplômes, c'est un papier. C'est un papier qui ne peut avoir des valeurs que s'il a les contenus. Et les contenus, c'est la tête, c'est pas le papier, en tout cas. Donc, moi, je crois que c'est ça, c'est que nous devons développer. Et si les écoles les font, ça, je suis un acteur. Je ne dirais pas que ça ne se fait pas. Vraiment, ça se fait. Et d'ailleurs, je suis parmi les personnes. Vraiment, je suis parmi les personnes qui sont prêtes à dénoncer ce genre de pratiques, en tout cas. Hein. Ce sont des choses qui se font. Si vous devez dénoncer, vous allez commencer par quelle école? J'ai commencé par les écoles privées. Hein, les écoles privées, parce que les écoles privées sont des meurtrières d'abord, hein, sont les premières meurtrières. Vous êtes de meurtrières? Oui, les écoles sont des meurtrières. Mais là, je sais aussi, vous m'autorisez, j'ouvrirai toujours une parenthèse pour parler de mon école. Mon école, Générota, c'est bas pour restaurer les systèmes éducatifs. Par quel moyen? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Par l'enseignement simplement. Comment? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la fin de l'année, l'enfant ne soit pas à mesure de présenter l'examen d'État? C'est parce que d'abord il n'a pas bien étudié. D'abord, la matière prévue, c'est lui qui compose l'examen d'État, ne tient pas compte des failles des écoles. Il tient compte du programme national. Il prend les programmes, il sait qu'en 6e biochimie par exemple, l'élève doit avoir étudié telle matière dans tel cours et compose l'examen. Mais l'enfant qui va arriver, il trouve des matières qu'il n'a jamais vues. Directement, il tombe dans les chaos, il va chercher, on lui envoie des réponses, ça y est là. Mais nous, maintenant, comment nous le faisons? Nous avons déjà résolu les problèmes des programmes. Nous avons utilisé une autre forme de planification des matières que nous appelons les IOP chez nous. Ce sont des indicateurs objectivement planifiés. C'est-à-dire, nous savons qu'au cours de l'année, il y aura des pluies. Au cours de l'année, il y aura peut-être des tensions politiques qui peuvent empêcher l'enseignant à terminer le programme. Alors, nous cherchons déjà à prévoir tout cela en travaillant parfois sur 120 jours, sur 150 jours au lieu des 120 jours. Alors, si j'élabore mes prévisions des matières, mes IOP, sur 150 jours, je suis déjà sûr de terminer le programme. Et si les tensions politiques, si les intempéries ne me dérangent pas, me laissent le reste du temps là-bas, je vais commencer à exercer mes enfants de telle sorte qu'arrivé à l'examen d'État, qu'ils soient capables de travailler n'importe comment. En tout cas, là, ils ne s'inquiètent pas parce que nous sommes sûrs. Et comment nous les faisons? Nous avons banni les théories. Quand un professeur enseigne chez nous, il ne doit pas mettre beaucoup de théories qui ne servent à rien. Non, il met l'élève devant la leçon. Parfois, avant de venir enseigner, il lance les recherches. L'enfant va faire des recherches sur la leçon, il vient, on fait l'exposé, on retient l'essentiel et on passe à une autre leçon. Au lieu de commencer à écrire des Digoka ou à, je ne sais pas moi, à quel auteur encore, c'est ça bourre inutilement le cerveau de l'enfant. Nous sommes basés sur la pratique, sur l'application même de l'enseignement. En tout cas, nous cherchons à élaguer toutes sortes de théories qui, en réalité, ne font que nous traîner et ne nous permettent pas d'avancer. De ce côté-là, vraiment, je crois que nous nous efforçons. En tant que directeur du collège de Générita, vous avez au moins le devoir de parler de votre écolement. Je veux un peu que vous puissiez aller en général. Parce que aujourd'hui, vous représentez un peu des écoles privées. Hein. Okay. Alors, aujourd'hui, quand vous inscrivez vos élèves en 6e de humanité, nous voyons, d'après plusieurs enquêtes, vous ne prenez même plus compte des cursus des élèves. Il y a même des élèves qui font de faux bulletins dans la même école, qui se sont inscrits pour présenter leur diplôme d'État. Comment expliquez-vous ce phénomène? Voilà, ça c'est encore un problème, surlié en tout cas, madame. Un élève qui se présente, déjà qu'est dit la loi? La loi prévoit qu'il y ait le test. Hein, dès que l'enfant arrive pour qu'il soit inscrit, on prévoit les tests. À l'issue du test, on peut adopter l'enfant qu'il puisse continuer. Oui, l'enfant qui vous apporte des faux dossiers, l'enfant qui vient en achetant les bulletins, mais pourquoi en parler aux écoles? Parce que avant même, si je suis au niveau de 6e, avant qu'il y ait examen d'État, il y a un contrôle des dossiers. Il faut que l'inspection envoie les agents pour venir vérifier. Mais même ces agents sont corrompus par vous-même, les gestionnaires des écoles. Il ne faut pas seulement pointer les doigts des gestionnaires des écoles, il faut pointer plutôt les doigts de ces gens-là. C'est ça les problèmes de notre pays. Mais vous êtes tous corrompus. Non. Est-ce que réellement tous corrompent? Je ne pense pas. Moi, je connais des écoles qui sont sérieuses. Je me réserve de citer mon école parce que
m'avait un peu... Non, je veux qu'on puisse parler de façon plus générale. Moi, je connais les écoles qui sont en ordre. Ils sont en ordre avec les documents de leurs enfants, mais l'inspecteur qui vient, lui, ne voit pas les documents. Il voit seulement sa poche. Les documents que vous-même vous avez arrangés. Hein, non, les documents originaux que chaque enfant devrait avoir. Son diplôme, je pense devrait avoir, mais les élèves n'en ont pas. Si, ils en ont. Quand je dis qu'on n'a pas peur des inspecteurs, c'est qu'on a les documents qu'il faut. Vous avez les documents qu'il faut parce que quand il y a déjà un élève qui s'inscrit en 6e, je peux dire que non, moi je manque le bulletin de 4e, de 5e, maintenant quelque chose. Vous les gestionnaires de l'école, vous en chargez. Là, sont des margoulins. Hein? Là, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Après, vous présentez aux inspecteurs de diplôme pour vous, parce que ça semble original, mais au fond, vous-même, dans votre petite cuisine, là, vous vous êtes arrangé pour que le diplôme... Il n'existe pas de crime parfait, dit-on. Quand on envoie un inspecteur, il arrive, même moi, je sais connaître ça, c'est un faux document et un vrai document. Mais c'est ça, nous sommes dans les domaines. En touchant les bulletins comme ça, je sais voir que ça, c'est un faux document. Il y a des questions que je vais poser à l'enfant pour savoir si réellement il était dans cette école-là. C'est simple. En tout cas, l'inspecteur qui est envoyé dans une école, il sait facilement identifier les vrais et les faux documents. Vous aussi, vous savez facilement préparer vos élèves, hein, affronter les inspecteurs. Nous préparons nos enfants à avoir les vrais dossiers. Je pense que dans une bonne école, une école qui se respecte, déjà à partir de 5e année, on doit veiller à ce que tout élève ait son dossier au complet. C'est pas arrivé en 6e année qu'on doit chercher à tergiverser, chercher ça et là. Non, déjà, on doit avoir les bons dossiers. Et lorsque l'enfant vient déjà dans les classes inférieures, en 7e année par exemple, on doit se rassurer qu'il a son bulletin de 6e année. Et ça, nous les faisons. Et je crois, malheureusement, ça je dois avouer, que c'est un phénomène qui ronge les systèmes éducatifs et beaucoup d'écoles y tombent en tout cas. Mais là aussi, il faut parler, il y a un service décerné qui est censé régulariser tout cela. Chaque élève doit avoir son numéro d'identification qui doit l'accompagner partout. Si les cernis faisaient son travail correctement, il n'y aurait plus jamais de faux bulletins. Tu vas faire ça sur base de quoi? Parce que ton numéro est identifié et c'est celle l'école d'origine qui doit avoir ce numéro-là. Toi, tu vas faire comment? Moi, je crois que les écoles sont abandonnées pour faire ce genre de manœuvres. Quand vous êtes abandonné, vous vous êtes dû de faire avec ce que vous pouvez. Hein. Malheureusement, vous savez, il y a aussi un autre problème. La plupart des gestionnaires d'école sont simplement des mercantilistes. Ils ne sont venus que pour l'argent, la plupart en tout cas. Ils ne sont venus que pour l'argent et tout ce qui lui permet d'avoir l'argent, ils sautent dessus. Voilà, ça aussi le problème. Il sait qu'il doit avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'élèves, j'allais dire, pour payer les enseignants et il est prêt à tout pour que les enfants restent et qu'ils payent les frais scolaires, malheureusement. Or, si nous voyons même la loi cadre en question, il n'est pas autorisé à celui qui n'est pas acteur de l'éducation d'œuvrer dans les secteurs de l'enseignement. Il doit d'abord être dit domaine pour ouvrir l'école. Mais voilà, qu'est-ce que nous remarquons? Un commerçant qui a son argent, on lui fait par de l'école. Papa, il y a beaucoup de bon, ça a produit. Il est là. Une telle personne, qu'attendez-vous de lui? Sinon, de se laisser emporter pour qu'il ait seulement beaucoup d'élèves. Donc, c'est un phénomène vrai, mais ce ne sont pas toutes les écoles qui s'y baignent. Il y a des écoles respectueuses en tout cas, qui s'efforcent d'élever la tête et puis de combattre ce genre de choses. Aujourd'hui, nous voyons, si on doit nous voyons de diplômés d'État, même le même jour qu'on a affiché les résultats, incapables de s'exprimer correctement en français. Alors, c'est dit à quoi? Parce que la français est la langue officielle de l'enseignement ici en RDC. Alors, on doit songer à Botangi Dinga là où... Non. Comment vous dites ça? L'enfant a étudié le français depuis l'école maternelle. Depuis l'école. Arrivé en 6e de humanité, il a obtenu son diplôme d'État, mais incapable de s'exprimer correctement. C'est qu'il n'a pas très bien étudié. Il n'a pas bien étudié. Ce sont des élèves qui passaient des classes en temps de scie, des élèves qui parvenaient à corrompre pour passer des classes. Mais là, la grande question se pose. Comment il a obtenu le diplôme d'État? C'est ce que moi je vais vous dire. Parmi les réformes qu'il faut faire, il faut d'abord revoir le système de l'examen d'État. Si un élève qui est déjà en 3e année sait que quand je serai en 6e, j'aurai toujours le diplôme parce que les préfets, les promoteurs, c'est pas moi, il va faire ses manœuvres pour que j'ai le diplôme d'État. Mais il ne va plus fournir des efforts. Avec des phénomènes fuites aussi. Avec les phénomènes fuites que vous connaissez, avec le phénomène, c'est pas moi, fuite,
vous envoyez des questions et de réponses aux élèves, même avant même qu'ils atteignent le stade des examens. C'est ça, j'ai été aussi élève. Vous êtes en grande partie responsable. Cette irresponsabilité des gestions des écoles, je ne la rejette pas. Je ne peux pas la rejeter, sinon je serais aussi très. Mais moi, je parle plutôt des gens qui entretiennent cette manœuvre-là, cette fraude. Ça, j'accuse l'État. Parce que il suffit seulement de voir, même si vous dites les écoles s'organisent de sorte que les enfants entrent avec les fuites. Voyons les termes là. Mais il y a des bureaux, il y a des surveillants qui sont dans la salle d'examen. Mais les surveillants aussi sont corrompus. Moyennant 1 000 francs. Est-ce que qui les corrompt? Est-ce qu'ils sont en condition des écoles? Mais vous préparez vos élèves. Que quand vous irez au centre, vous avez même vos surveillants. Moyennant quelque chose, on peut voir au moins la majorité des élèves de générie dans latin philo dans une même salle. Pour faciliter, on paye une fois arrivé à l'intérieur, moyennant quelque chose vers le surveillant. Et même les surveillants, on le prend parfois sans formation. Ah, là, vous êtes en train de me dire que les mal est trop profond. Finalement, c'est tout le monde qui est devenu corrompu. Hein? Oui. Parce que ce n'est pas que l'État congolais. Parce que, non, moi je reviendrai encore et encore à l'État. Parce que je sais que c'est lui. Vous accusez l'État, oui. L'État est responsable. Pourquoi j'accuse l'État? Ne serait-ce que par rapport à ce que vous dites là. C'est l'État ce n'est pas les écoles qui envoient les surveillants, détrompez-vous. C'est l'État qui envoie les surveillants. Les surveillants sont payés. Maintenant, je pose la question. Sur quels critères recrute-t-on les surveillants? On prend les nièces, la nièce ou les neveux du ministre, on le place là-bas. On prend un ami du quartier, excusez-moi, parfois un infirmière de chambre, on le prend, on le place là-bas. Parce qu'à sa petit, à vieille, il doit être là pour travailler. Mais quelle moralité? Qu'est-ce que lui va faire dans la salle d'examen? Si on prend par exemple un monsieur qui a étudié, même s'il est D6, c'est lui qui a un niveau de morale bien développé en tout cas, je ne pense pas qu'il se laisserait prendre les 1000 francs que vous citez là-bas. Je ne pense pas. C'est pourquoi moi j'accuse l'État. Les écoles privées ou les écoles en général ont profité de la faiblesse de l'État pour organiser les réseaux de mafia. Mais l'État est capable. Qui, le chef de centre, il est envoyé par qui? C'est pas par les écoles. Mais il est venu faire quoi? Il va vous dire, je ne suis pas venu pour je suis venu pour l'argent. Alors vous profitez de la faiblesse de l'État congolais pour... Les écoles profitent de la faiblesse de l'État congolais pour participer, c'est pas moi, pour participer à cette détérioration du système éducatif. Ils profitent parce que vous avez dit, la plupart des promoteurs des écoles privées ne sont pas des pédagogues. Ce sont des gens qui sont venus mettre leur argent, comme on met de l'argent pour ouvrir une boutique. L'école, c'est une boutique pour certaines personnes, mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend de l'argent. Raison pour laquelle, lorsqu'il n'y a pas du sérieux au sommet, lui profite pour sortir ses griffes de manœuvre, ses griffes de fraude. Malheureusement, en tout cas, nous regrettons, en tout cas, franchement. Avant de quitter là-bas, aujourd'hui, vous offrez aux universités et instituts supérieurs de nouveaux étudiants, si je dois le dire ainsi, incapables de s'adapter. Alors, et à leur tour, font le même manœuvre que vous. Ils offrent à la société de personnes, je ne sais pas. Vous aussi, en tant que gestionnaire des écoles et au niveau des universités, vous avez participé à détruire ces pays. Oh, madame, détruire ces pays, oui. C'est vraiment qui convient, d'accord. Mais les responsabilités, c'est ce que je suis en train de dire ici, partager. Mais les Léviathans, l'État prend la grande part. L'État, s'il vous plaît, bien que l'État congolais prend la grande partie de... Je pense seulement l'exemple que vous évoquez là. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Non. Moi, je veux que vous parliez de votre responsabilité à vous. Parce que nous n'avons... Aujourd'hui, vous ne représentez pas l'État congolais. Aujourd'hui, vous représentez les écoles privées. Alors, votre responsabilité à vous... J'ai déjà dit, notre responsabilité, c'est d'accepter, par exemple, quand vous évoquez l'affaire de l'université, d'accepter d'envoyer, n'est-ce pas, à l'université, les élèves qui ne valent pas. Bon, je ne voudrais pas aller encore à l'université, parce que je vais encore vous dire, à l'université, avant d'entrer, il faut passer à un test. Mais là-bas aussi... Il y a le même manœuvre. Voilà, c'est ça les problèmes. Mais je ne vais pas d'abord là-bas parce que vous voulez que je reste dans notre coin. C'est ça notre responsabilité. Nous envoyons les enfants qui ne sont pas capables. L'enfant qui était en 7e, il passe en 8e,
il passe en 3e, ainsi de suite. Il est passé comment pour arriver en 6e année? Alors si on arrivait peut-être à recadrer cet enfant lorsqu'il était encore en 8e, quand il serait en 6e, il changerait. Mais nous, dans les écoles privées, pas seulement privées, excusez-moi en tout cas, dans les écoles pour la plupart, nous laissons passer les enfants pour qu'ils passent. Alors l'enfant, il oublie la notion de l'effort. Il développe seulement la notion des chances, la notion d'opportunité. Il passe des classes. Ça, c'est une réalité de l'école. Si les écoles parvenaient à se décider à former d'abord l'enfant et que l'enfant sorte de ces bâtiments avec une tête bien faite, les choses changeraient. Malheureusement, alors, comment qui gère? faire? C'est ce que je vous ai dit. Je commence par qui gère l'école. Celui qui gère l'école, c'est un commerçant. Est-ce que ceux qui octroient les arrêtés, est-ce qu'ils tiennent compte de cela? Non, ils prennent seulement quelqu'un vient, il corrompt, il ouvre son école. On voit ça, on voit ce qui se passe. Et d'abord, il faut décourager cela. Parce qu'un commerçant restera un commerçant. Il a mis son argent, il attend son argent. Moi, je pense que celui qui ouvre une école, il doit s'attendre à un résultat futur. Pas d'abord lucratif, mais penser à aider le pays en encadrant la jeunesse. Si nous avons cette conception-là, les choses vont changer. Mais si nous mettons seulement l'argent, nous ouvrons les écoles pour avoir des parcelles, là, les choses ne changeront jamais. Il faut d'abord voir qui organise l'école, quelle aptitude il a et qu'est-ce qu'il veut pour l'école. Sinon, en tout cas, on continuera toujours à tourner à rond par rapport à ça. Alors, en tant que... Quelles sont les propositions, les suggestions que vous pouvez donner pour essayer un peu d'améliorer ce système éducatif? Ok, il y en a beaucoup, on peut faire des jours et des jours en temps d'en parler, mais je crois qu'on pourra prendre quelques éléments. Il faudra d'abord réformer les systèmes éducatifs. J'ai parlé de cette réforme-là. Cette réforme doit d'abord tenir compte, doit d'abord, si pas moi, formater les programmes nationaux même. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Soyons sérieux. Qu'est-ce que nous leur donnons? Si pas de simples théories. Qu'est-ce que nous offrons à ces enfants-là? Et qu'attendons-nous d'eux pour que demain ils se retrouvent, c'est pas moi, comme produit consommable de la société? Il faut réformer les programmes. Ça doit être revu parce que les programmes que nous avons, c'est un programme caricaturé de la Belgique. Nous devons avoir notre programme qui doit répondre aux besoins de la société congolaise. On doit également voir l'enseignant. L'enseignant qu'on doit envoyer à la bataille. Qui est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a été réellement formé? Oui, c'est vrai, on dit en pédagogie, l'enseignant c'est un étudiant perpétuel. Mais qui doit perpétuer cet enseignement-là, cet acteur? S'il y a aussi des formations que l'État doit organiser pour que l'enseignant maintienne son équilibre en tant qu'encadreur. Mais ça ne se fait pas. On doit mettre l'enseignant dans les bonnes conditions, en tout cas, qu'il soit très bien outillé pour qu'il arrive à vendre ce travail pour lequel il a étudié, si réellement il a bien étudié. On doit réformer les programmes, on doit réformer l'enseignant et on doit réformer l'examen d'État. L'examen d'État doit être retouché. Il faut abandonner d'abord le système des délibérations. Il faut dépolitiser l'examen d'État. Vous vous rendez compte, l'année passée, après l'examen d'État, il y a des élèves qui chantaient je n'ai pas fait 70%, 2 heures, voilà. Là, c'est regrettable. Parce que peut-être le ministre voulait plaire au président de la République, je ne sais pas. Oui. Peut-être il voulait qu'on dise à son époque il y a eu autant de réussites et il dit suivez tel critère de libération. Moi je pense que ne serait-ce que moi, à mon avis, la dissertation pouvait être le premier critère de délibération à l'examen d'État. Un enfant qui ne sait pas écrire, il ne peut pas passer les classes déjà. Ça, on peut déjà comprendre le sens là. En tout cas, il faut réformer l'examen d'État et peut-être voir comment les choses vont aboutir dans ce sens-là. Nous chutons vers la fin. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous aujourd'hui les directeurs de études du collège Nerita. Mais avant de chuter, j'aimerais un peu, en 1 ou 2 minutes, que vous puissiez nous parler de difficultés de nos écoles aujourd'hui. Parce que bien que la responsabilité vous revient aussi en une grande partie. Alors, quelles sont vos difficultés aujourd'hui? Et mais également aujourd'hui, grâce à la gratuité de l'enseignement, nous avons aussi la quantité des élèves. Nous avons relevé les défis de la quantité des élèves. Pensez-vous également un jour la RD Congo pourrait relever le défi de la qualité? Oui, de la qualité, c'est pas impossible. Il suffirait de mettre un peu de volonté.
C'est vrai, quand vous passez dans les écoles publiques aujourd'hui, vous trouvez une masse importante d'élèves. C'est vrai que les conditions d'études sont difficiles, mais c'est simple. Il suffirait seulement d'ajouter les locaux, il suffirait d'ajouter les enseignants, il suffirait seulement de placer l'enseignant, de payer correctement l'enseignant. S'il est bien payé, s'il est dans les bonnes conditions, au lieu d'avoir 80 élèves, il a peut-être 30 élèves, il va bien faire son travail. Parce que déjà, il y a aussi un avantage par rapport à ça, la gratuité fait perdre l'équilibre aux écoles privées mafieuses, les écoles privées qui n'existaient que pour l'argent, commencent déjà à tomber. Ça, moi, je suis très content pour ça en tout cas, de voir ces écoles-là fermées parce qu'ils n'ont plus d'élèves. Ces écoles-là qui contribuer à la destruction de ce système éducatif. Donc je pense qu'il faut mettre l'enseignant à sa place, lui payer correctement et il faut placer les enfants dans les bonnes conditions. Construire les bâtiments, l'État a de l'argent pour le faire. Construire les bâtiments, il n'y ait plus de 80 dans les salles, mais qu'il y ait des 30, 25. Là, l'enseignant va faire les suivis des enfants et nous allons espérer à une qualité. La qualité avec 80 dans 25 des classes, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Encore 1 ou 2 minutes, si vous pouvez parler du collège de Généruta, voilà. Parler où se situe l'école Généruta. Nous sommes sur l'avenue Giringiri, dans la commune portant les mêmes noms, dans la commune de Giringiri, j'allais dire, sur l'avenue Giringiri 214. Nous sommes une école privée, agréée, associée à la SONEPA. Nous sommes une école. C'est vrai, nous sommes tous taquinés des assassins, ça c'est vrai, mais nous, Généruta, nous nous efforçons à offrir à la société congolaise les élèves bien formés, parce que nous avons fait des études et nous avons trouvé ce qui peut aider le pays à avoir les bons élèves, sinon les bons éléments à vendre. Généruta, ça c'est sa bataille, nous nous battons et nous continuerons à nous battre pour offrir à l'État congolais les élèves capables de défendre le pays. Voilà. Ce qui est bien finit bien, nous voilà arrivés à la fin de votre émission présentée par Priscilla Ngoma. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité que vous ne cessez de renouveler en nous et de continuer de vous abonner massivement à votre chaîne de télévision. Je ne peux terminer cette émission en beauté sans pour autant remercier Corneille Kassouma qui était derrière la caméra. Et encore une fois, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Mais d'ici là, portez-vous bien.